Bonjour, bienvenue au CRDI. Good morning, everyone. Welcome to IDRC. It's a pleasure to welcome you in our... Je suis ravie de vous accueillir dans notre immeuble d'Ottawa et d'avoir la possibilité de parler de sécurité alimentaire avec notre invité d'honneur, le Dr Carlos Pérez del Castillo. Le CRDI, avec son mandat, qui est essentiellement de supporter la recherche qui est faite, réalisée dans les pays en voie de développement et une recherche qui est ancrée dans les besoins des populations là-bas et qui permet de trouver des innovations, des découvertes qui sont intégrées dans le domaine des politiques et qui puissent servir le mieux possible le développement des populations dans ces pays. Et le CRDI, IDRC has been doing this for... Le CRDI fait cela depuis plus de 40 ans maintenant. Au début du CRDI, il y avait beaucoup d'agriculture. Le CRDI faisait partie des organisations qui appuyaient la première révolution verte, et ce, en appuyant le GCRAI, le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, où le Dr Carlos Pérez del Castillo est président du consortium des 15 centres. Le CRDI était là au tout début. Comme avec l'ACDI, la Fondation Rockefeller, la USAID ont contribué à la fondation du groupe consultatif il y a une quarantaine d'années. Ils ont célébré leur anniversaire l'année dernière. Nous avons célébré notre anniversaire il y a 2 ans. Donc, nous avons été créés à peu près en même temps. Et le CRDI, comme je l'ai dit, a joué un rôle vital en appuyant la révolution verte. Mais son soutien a évolué pour passer ensuite au développement de systèmes agricoles. Pas seulement les semences, les nouvelles variétés, mais bien les exploitations agricoles qui font partie du système. Ce n'est pas une question de production seulement, mais bien de gestion environnementale, de dimension sociale. Et c'est aussi pour un troisième domaine où on a apporté beaucoup d'aide, la relation entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'agriculture et pour les petites exploitations agricoles. Plus récemment, notre appui au groupe consultatif pour la recherche agricole internationale voulait qu'on offre de l'aide dans ce qu'on a appelé la réforme, mais que j'appellerais maintenant le nouveau GCRAI, dont Carlos va nous parler. Et notre appui, donc, vise la santé des femmes, la nutrition, l'alimentation, l'aquaculture, de même que certaines récoltes de tubercules et de bananes, entre autres. Alors, ce nouveau genre d'appui au GCRAI est relié à notre mission. Donc, c'est-à-dire que l'on recherche des tendances qui vont influencer le programme à l'avenir. Si vous pensez aux systèmes aquatiques qui sont très prospères dans plusieurs régions du monde, mais nous ne savons toujours pas quelles en seront les répercussions et ce que cela représentera dans la vie des gens. Donc, nous offrons de l'aide. Le CRDI a offert de l'aide également du côté intellectuel, mais est aussi très actif dans l'offre de personnel qui a toujours suivi le système du GCRAI. Notre président, David Harper, qui est décédé dernièrement, David Harper, fut le premier président ici, mais ensuite est passé à la Banque mondiale pour devenir le premier ou l'un des premiers présidents du système des GCRAI. Joe Halls, qui était vice-président également, avait contribué beaucoup au premier jour du GCRAI. Jeff Hutton, qui était directeur, a été directeur d'un centre là-bas, Hubert Zenstra, Joe Canva, Carlos Seri, et ça continue. Plusieurs de nos collègues au CRDI sont devenus d'importants membres de ce système et directeurs des centres. Les Canadiens sont également présents au niveau de la gouvernance de ces institutions. Des noms tels Maggie Cartley-Carson, John Coleman, Chandra Madramutu et Brian Harveys sont d'anciens membres de l'ACDI,
et de fonction publique ou membres d'universités ont également siégé au groupe de gouvernance de ce système. Alors, le Canada et le GCRAI, le CRDI et le GCRAI ont une longue histoire ensemble. Et aujourd'hui, nous recevons Carlos Pérez del Castillo, qui viendra nous parler de la sécurité alimentaire, de la réponse du système à cette sécurité alimentaire et certaines des innovations récentes et ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir. J'ai rencontré Carlos la première fois lors d'une vidéoconférence quand il a été nommé président du GCRAI. J'étais à Washington et déjà, il était à Montevideo. Nous étions à Washington et c'était mon premier contact avec lui et on pouvait voir la passion qui émanait de lui par rapport à l'agriculture. Nous avons eu notre première rencontre en personne à Montpellier. Vous vous souvenez, nous avons pris une marche ensemble et Carlos m'a demandé, Jacques, qu'est-ce que je pourrais faire pour encourager le CRDI à participer plus activement au GCRAI? Et donc, ceci m'amène directement au sujet de discussion d'aujourd'hui. Il y a 68 membres au GCRAI. Et pendant ces 3 années comme président du consortium, il a démontré que le GCRAI peut changer. Le nouveau groupe consultatif parle à l'unisson avec sa voix, la voix du consortium. Le GCRAI compte 15 centres, un programme cohérent qui s'attaque à des éléments cruciaux de la sécurité alimentaire et de la recherche agricole pour le développement. Et ceci a donc donné des résultats concrets déjà. Les ressources disponibles au groupe consultatif augmentent toujours. Non seulement augmentent-elles, mais elles augmentent sachant qu'il y aura plus d'argent pour le soutien principal pour permettre aux chercheurs de travailler à leur science vraiment, sans devoir toujours être en quête d'argent. Il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que la tendance est positive. Et surtout, la semaine dernière, les donateurs se sont réunis avec les représentants du consortium et nous avons approuvé une politique de propriété intellectuelle. C'est la première fois en 40 ans que nous avons pu nous attaquer à cette question et réussir. Et ce, grâce au leadership du consortium et des donateurs qui se sont rassemblés, qui étaient déterminés à trouver une solution. Ils devaient adopter une politique de propriété intellectuelle et on ne pouvait pas en avoir qui varie d'un centre à l'autre. Alors maintenant, au sein du GCRAI, il n'y a qu'un seul système de propriété intellectuelle. Ce sont là des résultats concrets qui démontrent que le système évolue. Une seule voix, un jeu de programme cohérent, un bon leadership, des résultats clairs. Mais ce n'est qu'un début et Carlos va donc nous parler des autres choses qui ont eu lieu. Carlos a été vice-ministre pour les Affaires étrangères pour le gouvernement de l'Uruguay. Il a également été ambassadeur de l'Uruguay à Genève et à l'Organisation mondiale du commerce. Il a participé à plusieurs négociations. Il a également été le président du Conseil général de l'OMC, de même que d'autres groupes de l'OMC au cours de sa carrière. Il a participé au groupe d'examen qui a fait l'examen externe de la FAO en 2007 et il est présentement membre du groupe directeur et du groupe d'experts sur la sécurité alimentaire et la nutrition qui est présidé par David Navarro. Non, pardon. Et maintenant, il est président du conseil du consortium du GCRAI et quand il n'est pas en voyage, il est également éleveur de bétail en Uruguay. Et donc, j'ai le plaisir de lui donner la parole, de lui souhaiter la bienvenue au CRDI.
voir parmi nous, ici dans la salle, and also with our webcast. Et également, nous sommes webisés. Nous avons donc des collègues qui doivent nous écouter sur l'Internet. Donc, nous avons hâte d'entendre votre présentation, puis nous passerons à la période de questions et nous devrions conclure vers 11h15 au plus tard. Accueillons donc le Dr Carlos Pérez del Castillo. Well, good morning, everyone. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord remercier Jean de sa gentille présentation et remercier le CRDI de m'avoir invité ici au Canada. Je suis ici depuis 2 jours et je suis très heureux d'avoir la possibilité d'échanger avec vous, un distingué auditoire. Je sais que vous connaissez bien le sujet donc de la recherche agricole internationale pour le développement. Et donc, je suis ravie d'être ici et j'aimerais donc vous parler un petit peu de ce que nous faisons et de ce que nous espérons accomplir et ce sur quoi se concentre la recherche agricole internationale maintenant et des nombreux défis qui nous attendent. Je ne sais pas si vous connaissez bien le GCRAI, mais je dirais quelques mots simplement pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers avec qui nous sommes et notre mission. Comme vous le savez, nous sommes un partenariat de 15 centres de recherche agricole internationaux. Tous ont une spécialité particulière, notamment au niveau des récoltes, maïs, riz, également bétail, légumineuses, foresterie. Et depuis 40 ans, ces centres travaillent sans lien de dépendance et avec leur propre mandat de recherche et en contact direct avec les donateurs. Et ces 15 centres fonctionnent dans 150 sites un peu partout dans le monde. Ils comptent en ce moment à peu près 2000 scientifiques avec un personnel total d'à peu près 8000, mais 2000 scientifiques qui consacrent leur quotidien à la recherche. Et ils sont soutenus, comme Jean l'a dit, par différents pays, entre autres le Canada, différentes organisations internationales et fondations privées qui contribuent financièrement pour soutenir ces centres. Le Canada est un membre fondateur du GCRAI depuis ses tout débuts et depuis 40 ans, non seulement avons-nous profité de l'aide financière du Canada, mais aussi, comme Jean l'a dit, de son leadership intellectuel. De nombreux Canadiens ont occupé des postes de haut niveau au groupe consultatif. Nous avons donné de l'orientation politique également à nos travaux. Quelques universités au Canada, en fait 8 universités, travaillent sur différents projets ensemble avec nos centres. Et le Canada est toujours à l'avant-garde de la réforme qu'il fallait mener pour nous attaquer à ces enjeux. Quand je parle du Canada, je parle des 2 organisations par lesquelles l'aide nous parvient, l'AGDI et le CRDI. Et le CRDI a toujours beaucoup aidé à l'adoption des changements qui s'imposaient dans le système. Alors, le CRDI se concentre sur des domaines de recherche qui sont assez nouveaux pour notre système et qui auparavant était axé surtout sur les récoltes. Et maintenant, le CRDI focalise son aide sur les systèmes aquatiques et toujours dans le cadre de la sécurité alimentaire
Il s'est fait le pionnier dans des domaines de recherche qui ont leur propre communauté, c'est-à-dire la recherche agricole, la recherche sur la nutrition et la recherche sur la santé. Et ces trois communautés maintenant se rassemblent pour constituer l'un de nos principaux programmes qui est soutenu par le CRDI. Et le CRDI a beaucoup d'influence dans de nouveaux domaines aussi qui ont trait aux politiques et aux relations hommes-femmes dans tous les domaines de la recherche. Alors, nous sommes fort heureux de l'aide du Canada. C'est extrêmement important pour nous. Et nous espérons que le Canada continuera de nous accompagner dans notre cheminement. Donc, quels sont les nouveaux défis auxquels est confrontée la recherche agricole aujourd'hui? De toute évidence, nous sommes déterminés à faciliter la recherche qui nous permettra de répondre aux besoins d'une population croissante. On sait qu'en 2050, il y aura 9 milliards d'habitants sur la Terre et la production agricole devra donc, à tout le moins, augmenter de 70% ou 100% dans les pays en développement. Et ça, ce n'est pas une mince tâche que de déterminer comment combler le vide entre l'offre et la demande dans un monde où les ressources naturelles sont en situation de crise. La terre, le sol est exploité à son plein potentiel dans plusieurs pays et il y a très peu de nouveaux sols arables dans le monde. L'eau est rare, donc l'agriculture doit de plus en plus faire concurrence à d'autres utilisations urbaines. L'aquifère est épuisé à bien des égards. Alors, il faut, en d'autres mots, le défi ici consistera à combler le vide entre l'offre et la demande, à accroître la productivité, toujours en pensant que les ressources deviendront de plus en plus rares et qu'il faudra produire plus avec moins d'eau. Un autre grand défi auquel nous sommes confrontés, ce sont les changements climatiques. C'est évident que ça aura de fortes répercussions sur la production agricole, dans certains cas pour le mieux, mais dans d'autres pour le pire. Et nous avons déjà des projections qui démontrent qu'il y aura des diminutions considérables en production agricole dans plusieurs régions du monde et surtout dans les pays en développement. Il nous faut faire face à cette réalité et je pense bien que nous saurons surmonter ce problème. Et plus récemment, on sait qu'il y a beaucoup de volatilité dans les prix qui touchent la production agricole, ce qui a de mauvaises répercussions sur les consommateurs de produits agricoles. Et cette volatilité est négative tout le temps, mais il y a certaines montées en flèche des prix qui peuvent avoir des répercussions et inciter certains pays qui pourraient faire de la production agricole, mais qui ne peuvent plus parce que ils recevaient des exportations qui étaient subventionnées. Alors, il faudra tenir compte de cela. Il y a aussi des changements diététiques dans les pays en développement. On s'éloigne plus des récoltes pour se tourner vers le lait, la viande, et c'est quelque chose qui devra entrer en ligne de compte dans la recherche. Et nous avons une crise de l'énergie. Beaucoup des produits de consommation de base sont échangés contre les biocombustibles. Bien des pays ont adopté des lois voulant que de plus en plus de récoltes d'éthanol et biocombustibles soient produits. Et ceci aura bien sûr des répercussions non seulement sur la disponibilité des approvisionnements dans le monde, mais également sur les prix, comme on l'a vu avec la dernière crise des prix. Et par-dessus tout, nous avons une crise financière maintenant.
Donc, une fois qu'on est au beau milieu d'une crise financière, lorsque les gouvernements doivent déterminer ou orienter leurs fonds destinés à l'aide, ils vont certainement tenir compte des impacts. Ils voudront en avoir pour leur argent. Et la recherche devra tenir compte de cela également pour continuer d'obtenir le soutien nécessaire. Alors, il y a plusieurs défis, des défis assez complexes. Certains des changements qui ont été adoptés par le CGIAR au cours des 2 dernières années. Moi, je suis là depuis pas mal de temps maintenant. Je suis président du conseil d'administration. Je dirige le processus. Certains de ces changements, comme je viens de dire, découlent directement de ces défis. Nous ne pouvons pas ne pas modifier notre façon de faire. On ne peut pas poursuivre notre approche actuelle avec les 15 centres qui font leur propre recherche en vase clos. Non, il faut qu'on ait des synergies entre ces centres. Et l'essentiel de cette réforme visait donc l'action collective, visait à mettre en commun l'expertise de chacun des centres dans les domaines tels que la politique, les marchés, les institutions. On voulait réunir tout ce savoir-faire et on voulait en fait que notre recherche soit axée sur les programmes. Maintenant, et les programmes sont axés autour de 7 thèmes, dont le premier, qui est assez nouveau, c'est toute la notion, en fait, d'axer notre recherche sur les systèmes de production. Il y a 3 programmes actuels qui sont envisagés dans les parties ou les régions diverses du monde, surtout dans le secteur de l'agriculture aquatique. Nous allons donc aborder les problèmes des agriculteurs et des gens qui vivent. Nous allons donc adopter une approche intégrée pour les aider. Pas seulement les récoltes, le bétail, la sylviculture, les institutions. Non, nous allons tenter d'intégrer les questions d'équité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est une approche beaucoup plus intégrée. Le deuxième thème porte sur les politiques, les institutions et la chaîne de valeur. Le commerce international va connaître une expansion au cours des années à venir. Le commerce agricole représente une petite proportion de la production agricole dans la plupart des pays. Pour ce qui est de certains produits tels que le riz, seulement 6% de la production mondiale est commercialisée à l'échelle mondiale. Toutes les prévisions démontrent en fait que le commerce va être de plus en plus important. Et il faut penser aux lacunes du marché. Il faut effectuer de la recherche pour incorporer les institutions, les politiques et les marchés dans notre recherche. Et pour chaque produit que nous élaborons, il ne faut jamais oublier qu'il y a une chaîne de valeur dans laquelle les pays peuvent fonctionner. Et ça va être un ingrédient assez important de notre travail. On travaille avec une seule stratégie, une stratégie unique. Par le passé, il y avait 15 centres avec 15 stratégies. Ça a été réduit à une seule stratégie assez simple. Il faut qu'il y ait des répercussions sur le terrain à 4 niveaux. La réduction de pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire du monde, la durabilité des ressources humaines et la nutrition et la santé. Alors, tous les projets seront mesurés en fonction de ces résultats voulus. Ça exige donc l'élaboration d'une méthodologie, des matrices et des indicateurs qui vont nous permettre d'examiner tous les programmes pour voir les programmes
qui pourrait avoir de bonnes répercussions. Et une autre question sur laquelle on met l'accent maintenant, c'est la question des partenariats. Nos centres effectuent de la recherche et produisent de produits internationaux. Mais pour rejoindre les agriculteurs, il faut travailler avec les partenaires, les institutions nationales, les universités, la société civile, les associations d'agriculture également. Donc, dans le cadre de chaque projet que nous soumettons à l'approbation de nos donateurs, nous identifions les partenaires et nous identifions les avantages pour les agriculteurs eux-mêmes. Et par conséquent, tous ces programmes ont été conçus de concert avec plusieurs intervenants pour s'assurer en fait que ça soit plus axé sur l'offre que la demande. Alors, pour qu'on ait de bons résultats, il faut mettre l'accent davantage sur les partenariats. Et par conséquent, le travail dans le domaine des partenariats est financé à partir du budget du programme lui-même. La parité homme-femme est une question importante, on en parle tous. Les femmes, les agricultrices peuvent faire toute la différence. Selon une étude récente, si on donnait le même accès aux terres, aux technologies, aux crédits, aux femmes, aux pratiques exemplaires également que les hommes, alors ça pourrait nous permettre d'augmenter la production de 17% dans les pays en voie de développement. Donc, la parité homme-femme est au cœur de tous nos programmes. C'est un élément principal de tous les programmes. Et les politiques pour assurer la parité, les stratégies pour assurer la parité ont donc des composantes communes, c'est-à-dire pour améliorer donc le rôle joué par les femmes dans le monde agricole. Mais tout cela va varier selon le produit. Il n'y a pas les mêmes questions qui se posent dans la sylviculture que dans le domaine de l'amélioration des cultures ou du bétail, par exemple. Alors, ces éléments sont incorporés dans tous nos programmes. Et comme je viens de dire, tous les programmes sont orientés sur les répercussions, les conséquences sur le terrain. Il y aura donc un système de surveillance et d'évaluation pour tenir compte de cet impact sur le terrain. Alors, ça a été tout un changement. On est passé de 40 ans à fonctionner selon leur propre mandat à une approche commune avec les objectifs communs. Et ce changement culturel n'est pas toujours facile. Ça a été difficile des fois, mais comme a dit Jean, nous sommes arrivés maintenant à un point tournant et les centres parlent avec une seule voix. Les centres voient les résultats de cette réforme. Ils voient en fait que ces résultats sont tangibles. On a vu l'expansion de financement, on a vu plus de soutien pour les nouvelles recherches. C'est bon signe. Mais toute réforme exige des changements culturels du côté des donateurs, des bailleurs de fonds. Parce que les bailleurs de fonds, par le passé, participaient à leurs propres projets. Maintenant, nous avons une approche plus intégrée et il faut voir comment harmoniser les fonds pour avoir un bon impact sur les résultats qui ont été cernés. Des engagements pluriannuels, la recherche pluriannuelle, les résultats de la recherche que nous voyons aujourd'hui trouvent ses origines il y a quelques années, il y a 10 ans. Donc nous devons assurer une stabilité de financement pour assurer cette recherche. Et c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier dans le cadre de cette réforme.
J'aimerais maintenant vous parler de quelques réussites. Quand on parle du groupe consultatif, tout le monde se souvient de la Révolution verte. Ça fait toute la différence. Ça a sauvé la vie des millions de gens dans le sud-est asiatique. Nous avons pu donc créer des cultures de riz et de céréales qui avaient un très haut rendement, une bonne récolte. Alors, nous avons continué à faire face à des défis actuels. À la fin des années 80, nous avons effectué du travail dans le domaine du contrôle des ravageurs en Afrique qui avaient détruit les cultures de cassave en Afrique. Nous avons donc pu élaborer des contrôles et ça a permis à augmenter la production de 4 milliards de dollars par an. Il y a des exemples plus récents qui sont moins connus. En 2010, la culture de pommes de terre dans la région de Cusco, dans les Andes, a été détruite par certaines maladies qui ont eu un effet sur toute la culture. Ça a créé une situation d'urgence dans le pays. Et grâce au travail qui a été effectué dans nos centres, qui effectuent de la recherche sur la pomme de terre au Pérou en 2011, de nouvelles variétés ont été commercialisées et aujourd'hui, en 2011, la production a repris le poids de la bête. Il y a un autre exemple également, et je l'ai vu avec mes propres yeux il y a 6 mois au Bangladesh, et ça démontre en fait que la recherche peut améliorer le niveau de vie des pauvres ruraux. On m'a amené dans le sud du pays, et les producteurs de riz depuis plusieurs années essaient de cultiver le riz. C'était leur seule culture. Ils avaient un demi-acre de terrain chaque. Alors, les pluies arrivaient, le riz était submergé et on a perdu la culture. On a essayé 2 ou 3 fois et si on avait beaucoup de chance, on pouvait donc faire réussir une culture. Et alors, ces agriculteurs vivaient d'1,50 $ par jour. Grâce à la recherche effectuée par nos centres, nous avons maintenant le riz scuba. Et ce riz peut survivre sous l'eau pendant plus de 2 semaines à la fois. Quand le moisson arrive, alors le riz est submergé pendant 2 semaines. Les eaux se retirent par la suite et le riz arrive à survivre. Et on arrive donc à cultiver 3 récoltes par an. Et grâce aux pratiques exemplaires, on peut combiner ce riz scuba avec la culture de crevettes et de poissons. Et également avec les légumes. C'est un système de production intégré qui a changé la vie de ces gens-là. Ces gens-là, maintenant, ils peuvent vendre leurs poissons au marché. Et au tout début, on cultivait, on élevait les poissons de grande taille. Et ces poissons étaient vendus aux hommes et les femmes et les enfants n'avaient pas accès à ces poissons. Donc on a décidé de les encourager à élever les petits poissons. Et maintenant, tout le monde a accès à sa part juste de ces poissons. Mais ce qui est important dans tout ça est ce qui suit. Ces poissons sont donc frits, avec leur squelette, avec les yeux, etc. Un poisson entier. Et par conséquent, les enfants consomment plus de vitamines, plus de calcium, etc.
Alors, c'est un projet de recherche qui n'est pas inventé le bouton à 4 roues. Non, il s'agissait en fait d'inventer de nouvelles espèces, de nouvelles variétés de riz qui pouvaient résister d'être submergés sous l'eau. Et ça a changé la vie de ces gens-là. Ces gens-là maintenant gagnent $6 par jour au lieu d'1,5 $. Et les enfants également consomment de meilleurs aliments. Ça en est un exemple. Il y a un autre exemple que j'aimerais vous mentionner au Rwanda cette fois-ci. Alors les fèves qu'on cultivait, qu'on avait l'habitude de cultiver, ont été remplacées par d'autres fèves, des fèves grimpantes. On utilise moins de terrain pour les cultiver et on peut obtenir 4 fois plus de récoltes qu'avec les fèves traditionnelles. Donc, on est passé de l'agriculture de substance à une agriculture commerciale et d'exportation également. On exporte maintenant vers les pays avoisinants. Ça a également changé la vie de ces agriculteurs. Et pour terminer, nous avons à l'heure actuelle entre 50 et 60 nouvelles variétés de céréales qui peuvent résister à la sécheresse. Le maïs, par exemple, le riz, le soja et d'autres céréales de la sorte. Le blé, par exemple. Et on a effectué beaucoup de recherches sur certaines variétés dans le cadre d'un projet sur la biofortification de ces céréales. Il y a plusieurs variétés qui offrent un niveau plus important de nutrition, une teneur plus importante en vitamine A, par exemple. Peut-être ces réussites ne sont pas aussi spectaculaires que la révolution verte qui a sauvé les vies des millions de gens, mais ce sont des résultats de la recherche qui existent et qui sont tangibles, qui changent la vie des gens sur le terrain. Alors, je pense que ces résultats sont très importants. J'ai apporté avec moi certaines brochures également où on vous expose les résultats. Donc, servez-vous. J'aimerais terminer en vous disant ce qui suit. Il y a une reconnaissance mondiale, à savoir que la recherche sur l'agriculture est donc une partie de la solution aux problèmes alimentaires du monde. Si on regarde le bilan de notre groupe consultatif, vous allez voir qu'on a un bilan qui est assez bon. Nous avons livré la marchandise pour chaque dollar qui est investi dans la recherche agricole dans le cadre du groupe. On en récolte $9. Ce n'est pas mal comme bilan. La Banque mondiale, dans une étude récente qui a étudié la recherche sur l'agriculture, a dressé donc un bilan selon lequel le rendement pour chaque dollar investi est de 46%. Donc, il y a des déficit, il y a des crises économiques, les pays sont tenus de s'ajuster à cette nouvelle situation. Je pense que ces pays vont devoir étudier les avantages comparatifs qui peuvent découler de l'investissement dans ce domaine plutôt que dans d'autres domaines pour atteindre les mêmes objectifs, pour combattre la pauvreté, pour assurer la sécurité alimentaire, par exemple, ou pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources naturelles ou pour contrer le changement climatique. Je pense que l'agriculture a prouvé que c'est un instrument très puissant pour combattre la réduction et l'investissement de l'agriculture donne de bons résultats. Et j'espère que cette tendance vers l'expansion de la production agricole va continuer. Nous sommes passés de 640 millions de dollars de production agricole à 740 millions en 2010. Ce n'est pas grand-chose quand on y pense.
On parle de 740 millions de dollars qui est investi dans la recherche agricole dans le monde actuel. Alors c'est clair que ça exige une expansion. On va devoir faire plus, investir plus si nous voulons donc relever les défis dont je viens de vous parler. Donc nous avons très hâte d'entamer ce voyage avec vous ensemble. Je suis au Canada. Et en français. Et remercier nos hôtes et Jean Lebel pour avoir organisé cette visite. Je pense que c'est très important pour nous, non seulement de visiter les centres et de voir ce qu'ils font, mais aussi de visiter les organisations qui nous parrainent et qui nous permettent de faire le travail qu'on fait. Et donc, pour moi, c'est un plaisir d'être au Canada parce que le Canada, depuis le commencement, a été un de nos plus fidèles partenaires et nous a démontré que, par leur professionnalisme, leur professionnalité et leur engagement, qu'on peut obtenir des résultats très importants. Donc, je remercie beaucoup IDRC. J'aurai l'occasion de parler avec SIDA cet après-midi. Les deux ont été des partenaires formidables et je suis certain qu'on peut compter sur eux pour poursuivre la lutte de la sécurité alimentaire que je sais nous partageons également. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Carlos. Thank you very much for your presentation. Merci beaucoup de votre présentation. Vous nous avez sensibilisés aux défis, mais vous nous avez fait part de belles histoires de réussite. Nous allons passer à la période de questions, mais avant tout, j'aimerais vous demander de vous présenter au micro avant de poser la question. Et j'aimerais me présenter également Jean Lebel, directeur de l'environnement agricole ici au CRDI. J'ai oublié de le faire, donc je me reprends. Donc, si vous avez une question, venez au micro, présentez-vous, indiquez votre nom, votre organisation et soyez bref parce qu'il y a beaucoup de monde. Et si vous êtes à l'Internet, vous pouvez nous acheminer vos questions également. Même chose, soyez bref dans vos questions. Une ligne suffit pour que je puisse la lire ici. Et n'oubliez pas de vous identifier. Merci. Donc, nous avons 3 personnes ici, 2 là. Alors, je vais donc commencer avec David Walsh. Alors, voilà. David Walsh, travail social à l'Université d'Ottawa. Je m'intéresse justement à la sécurité alimentaire et aux questions autochtones. Je trouve cela bien intéressant. En fait, j'ai 2 questions qui sont interreliées. D'abord, vous avez parlé de la Révolution verte qui a sauvé des millions de vies. Et bon, il faut le reconnaître, mais nous savons également qu'il y a eu des effets pervers à cette Révolution verte. L'utilisation de pesticides, la nappe aquifère, etc. Donc, je pense que vous remettiez en question un peu cette façon de penser. Non pas que c'était une mauvaise façon de faire, mais c'est le genre de formule qui a peut-être déjà fonctionné, mais qui n'est plus approprié. Pour ce qui est de ce que vous avez dit, est-ce qu'on va commencer à voir dans 10 ans, dans 15 ans, encore une fois, le même genre d'effet pervers? Ce qu'on a vu avec la Révolution verte, surtout vu la Révolution verte Gates là, que l'on voit en Afrique. Et vous dites que nous manquons de terres arables, mais on entend toujours parler des terres qui se font prendre par millions d'acres en Afrique, et cette terre doit être bien fertile, sinon on ne les volerait pas, pour s'en servir à ses propres fins. Quand on dit qu'il n'y a pas suffisamment de terres arables, qu'est-ce qui se passe au juste? Il y en a assez pour le développement d'autres pays ou le secteur privé, mais pas assez pour les gens de la localité.
Merci. Nous avons déjà 3 sous-questions dans cette question. Et on va prendre encore quelques questions, Carlos, avant de vous donner la parole. Gunter Rojo de Capra International. Nous faisons du développement international également et de l'évaluation dans toute une gamme de domaines. Mais ma question remonte à mon expérience en Bolivie. Dans les années 60, nous avions une belle histoire de sécurité alimentaire qui avait fait les manchettes à l'échelle internationale sur la production de truites dans le lac Titicaca. Et cela était fort prometteur pour l'avenir et la truite était tellement populaire, elle n'avait pas de prédateurs, elle avait des tailles superbes, mais tout cela s'est terminé surtout à cause de la pêche excessive et du fait que les gens n'ont pas compris les raisons d'introduire cette nouvelle truite. Et vous avez aussi parlé de votre liste remarquable d'histoires de réussite, à quel point les progrès scientifiques réalisés dans divers domaines seront plus durables à l'avenir grâce à une bonne formation des gens qui utiliseront ces ressources. Merci et nous allons passer à une dernière question pour cette ronde. Merci de votre présentation très intéressante. Ma question, votre nom s'il vous plaît, Matthew Straub, avec le programme d'Haïti à l'ACDI. Ma question a trait au rôle élargi de votre groupe consultatif, le GCRAI, qui fournit les outils de recherche et qui veut élargir son rôle pour justement passer au véhicule, c'est-à-dire au partenariat. Et je me demandais comment vos groupes consultatifs pourront confier la recherche à des partenaires. On sait que ce n'est pas facile déjà entre la communauté du développement et les centres de recherche. Comment disséminer les connaissances jusqu'au terrain? Merci. Et pendant que vous préparez vos réponses, j'aimerais rappeler à l'auditoire que vous pouvez poser vos questions en français puisque Carlos est parfaitement bilingue et que nous avons également les services d'interprétation. Carlos, vous êtes prêt à répondre? Merci. Oui, certainement. La recherche a ses avantages, mais avec le temps, elle peut avoir un prix. Et vous avez parlé de la Révolution verte, où il y a eu beaucoup d'effets pervers. Vous souvenez-vous que la Révolution verte n'était non seulement le produit d'amélioration des récoltes, des meilleurs rendements, mais aussi une bien plus grande utilisation d'engrais et d'irrigation du même coup. Alors, la question du rendement de la production à l'époque était extrêmement importante pour éradiquer la famine et la malnutrition d'alors. C'était un mal nécessaire, je crois. Nous étions confrontés à une situation politique et éthique très difficile. Alors, la question était comment allons-nous faire à l'avenir pour être certains que nous éviterons ces effets pervers avec cette nouvelle recherche. Écoutez, la question est difficile. Il est certain que nous sommes beaucoup plus conscients maintenant de la notion de durabilité ou pérennité qui est toujours intégrée à tout projet de recherche. Que ce soit pour l'amélioration génétique des récoltes, il nous faut toujours intégrer cette idée de pérennité ou durabilité. Et ce, je crois, permettra de contrer certains des effets pervers que l'on a vus avec la Révolution verte.
Je ne dis pas que nous n'aurons pas de surprise, mais nous sommes certainement beaucoup mieux informés et conscients qu'avant. Pour ce qui est des terres qui disparaissent comme ça, c'est évident que cela se fait en Afrique, en Asie, même en Amérique latine. Qu'est-ce qu'on peut y faire? En effet, c'est toute une question qui va bien plus loin que le GCRAI. C'est évident que c'est un sujet de discussion important et on voit qu'il devrait y avoir quand même beaucoup plus d'engagement des gens qui vivent sur ces terres, qui devraient participer aux prises de décision. Ces mainmises sur ces terres ne peuvent poursuivre. Et pourtant, ça se fait un peu partout. Les gens sont confrontés à des situations où il est déjà trop tard. Mais oui, c'est bel et bien un phénomène qui devra retenir notre attention. Mais cela ne relève certainement pas de la compétence du groupe consultatif, mais nous sommes certainement témoins de la situation dans différentes régions du monde. Je n'ai pas de réponse à cet égard, mais c'est certainement une réalité à laquelle on ne pourra s'attaquer qu'à l'échelle internationale grâce à une participation accrue de toutes les parties intéressées dans le processus de décision, ce qui ne se fait pas à l'heure actuelle. Quant à la question de la Bolivie, sur la pêche excessive et les progrès, comment les progrès techniques vont-ils prévenir cette pêche excessive à l'avenir? Eh bien, la réponse ici est reliée à la question des partenariats. Parce que le groupe consultatif étudie tout le temps les résultats obtenus pour le bien public. Bon, ça peut être de nouvelles variétés. En aquaculture, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la production de certains poissons locaux grâce à l'apport de la science et les pratiques exemplaires, à savoir comment maintenir les mêmes niveaux de production se feront grâce à une association plus étroite entre la recherche, les chercheurs et ceux qui font du travail de développement et le renforcement des capacités. Comme nous voulons décloisonner, intégrer, il faudra aussi penser au renforcement des capacités qui n'ont pas vraiment été mises à l'essai dans certains des nouveaux projets. Mais cette idée, je pense, devra toujours entrer en ligne de compte en aval des projets de recherche, plus qu'en amont. Matthew, as I mentioned before, Comme je l'ai dit plus tôt, certains des nouveaux projets sont en cours d'élaboration en étroite collaboration avec d'autres centres de recherche, donc d'autres institutions nationales ou régionales sont partie prenante à nos programmes et non seulement contribuent à titre de partenaires de recherche dans les projets, mais elles ont aussi été intégrées aux structures administratives des programmes. Donc, non seulement participent-elles sur le plan scientifique, mais également dans la gestion des programmes. Il y a la place, donc, pour les centres qui font la recherche, mais pour les partenaires qui contribuent de façon importante à la réalisation des objectifs. Il sera donc possible pour ces chercheurs, ces autres institutions,
de s'approprier des résultats obtenus pour contrer ces problèmes. Alors, je ne sais pas si cela répond à votre question, mais c'est ce qu'on fait. Merci. Et nous allons donc passer à 3 autres questions maintenant. Je vais reculer un petit peu le lutrin pour que vous ayez meilleure visibilité. Merci beaucoup, Dr. Del Castillo, pour votre présentation très intéressante et informative. Il ne fait aucun doute que la recherche appliquée est d'une extrême importance pour la production et la productivité. J'ai 3 petits points rapides. D'abord, la question d'efficacité. Quelle est l'efficacité? J'entends par là l'impact réel sur le terrain de ces choses, du travail des 15 centres du consortium. Vous avez parlé d'histoire de réussite, oui, mais moi je parle vraiment de leur efficacité véritable. Je pense qu'il y a concentration des centres de recherche appliquée pour la sécurité alimentaire pour les plantes et produits génétiquement modifiés. Et comme vous le savez, c'est très controversé, surtout dans nos pays, parce qu'ils viennent juste de commencer. La plupart des gens sont très sceptiques face à ces OGM. Et ça, c'est une grande source de préoccupation. Alors, je me demandais ce que vous pensiez de cela et s'il y a une solution de rechange pour contrer la famine dans les pays en développement. Et mon dernier point a trait à l'engagement de vos centres avec les communautés locales. C'est très important à mes yeux. Alors, comment insufflez-vous l'esprit d'innovation dans les communautés locales? Merci. J'ai oublié mon nom, Moussa Mohamed, ambassadeur du Soudan à Ottawa. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Donc, première question, qui avait 3 sous-questions. Étienne. Carlos, je suis Étienne Azelin, dit du CIRAD France, mais visitant professeur à l'Université d'Ottawa. Je reviens sur une question sur l'impact. On sait tous qu'on a une espèce d'injonction des donneurs et des bailleurs de fonds pour justifier, avant qu'on commence un projet de recherche, l'impact que ça va avoir et pour justifier a posteriori l'impact que ça a eu. Or, en tant que scientifique, on sait très bien que c'est très difficile de relier un résultat scientifique à une causalité de développement, à une causalité de... Pourquoi? Parce que quelquefois, il y a des impacts qui sont très loin à venir, 15, 20 ans. Il y a quelquefois des impacts négatifs qu'on ne mentionne pas. Il y a quelquefois des impacts qui sont une combinaison complexe entre des innovations sociales, des innovations technologiques. Et on ne peut pas démêler la responsabilité de la recherche de tout ça. Donc ma question est très simple. Je sais très bien que le CIGI a beaucoup travaillé sur cette question de l'impact de façon fine, mais in fine, est-ce que le risque de traduire ces questions difficiles en marketing de la recherche par des slogans un peu simples, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que vous avez des garde-fous? Et vous parliez de changement culturel des donneurs. Est-ce que vous avez un plan pour essayer de les éduquer à la complexité des Innovation Pathways dans le Sud? Merci. Vous voulez que je réponde? Monsieur. Thank you. My name is Philip Ward. Philip Ward, des programmes d'alimentation mondiale des Nations Unies. Ma question vient de mes antécédents parce que nous sommes très préoccupés par les plus pauvres dans le monde et les plus affamés. Ce qui m'a frappé dans votre présentation, ce sont les énormes défis dont vous avez parlé au début. Population de 9 milliards d'ici 2050, les changements climatiques et ainsi de suite. La liste se poursuit. A-t-on besoin
d'une autre révolution comme on l'a vécu dans les années 70 et 80 si l'on veut vraiment relever le défi d'ici 2050? Croyez-vous que la recherche actuelle est suffisante pour relever ces défis? Et sinon, quelles pourraient être les conséquences? Carl. Non, j'avais plus. Monsieur l'ambassadeur, Votre Excellence l'ambassadeur, votre première question portait sur le concept de l'efficacité et l'impact sur le terrain. Il y avait plusieurs questions que vous avez posées sur l'impact sur le terrain. Je vais les aborder tout ensemble. C'est une question fort complexe. Et j'aimerais répondre à la question posée par la personne du CIRAD. L'impact sur le terrain est un objectif à long terme, à longue haleine. Et si nous avons pu changer ou modifier, améliorer la sécurité alimentaire, le niveau de vie des gens sur le terrain, la gestion des ressources, la santé et la nutrition, c'est ça qui est l'objectif en somme. Comment y arriver est une question fort complexe. Dans le domaine de la recherche, nous pouvons donc faire de la recherche qui mène à des résultats. Et l'impact va dépendre vraiment de d'autres facteurs, tels que les facteurs que j'ai déjà mentionnés, les partenariats, les institutions, les politiques, qui vont faire partie donc du Impact Pathway. Mais sur une période assez longue. À l'heure actuelle, donc, nous nous concentrons sur les résultats qui vont nous permettre d'avoir un impact positif à l'avenir. Prenons un exemple. La recherche serait le développement de nouvelles variétés qui peuvent tolérer la sécheresse, les inondations, etc. Alors, les résultats de la recherche seront combien d'agriculteurs vont avoir accès à cette recherche et à s'en servir. Ça, c'est un résultat. Et l'impact sera le résultat d'une utilisation plus importante de ces nouvelles variétés. Quel est l'impact sur les agriculteurs dans le domaine de la nutrition, de l'emploi, etc. Quand on aborde ces questions, actuellement, on travaille avec les bailleurs de fonds selon les gabarits de surveillance et d'évaluation qui vont faire en sorte que les indicateurs existent depuis le tout début. Et ces indicateurs vont nous permettre de mesurer l'acheminement vers les impacts. Il y a des questions méthodologiques qu'il faut qu'on se pose. Certaines de ces questions ne sont pas faciles. C'est beaucoup plus facile de mesurer les augmentations de rendement de culture que de mesurer les économies que nous pouvons avoir par le biais de la meilleure utilisation des terrains, par exemple. Je comprends ce que vous dites. Vous semblez dire que c'est l'impact qui est important pour les bailleurs de fonds. Certainement, les bailleurs de fonds veulent investir pour affranchir 50 millions de personnes du cycle de la pauvreté. Et certains de ces objectifs sont un peu ambitieux selon moi. Moi, je préférerais qu'on mette l'accent sur les résultats
Et est-ce que les agriculteurs se servent de ces produits? C'est ça qui est important. Est-ce que ces produits respectent les besoins des agriculteurs? C'est ça qui est plus important. Mais l'objectif principal est en fait d'affranchir les gens de la pauvreté ou d'améliorer la sécurité alimentaire des gens dans le monde. Votre deuxième question portait sur les cultures génétiquement modifiées. C'est une question polémique, certainement. La recherche devrait se pencher sur tous les mécanismes possibles. On veut avoir un impact positif sur les agriculteurs pauvres et d'améliorer leur niveau de vie. En tant que chercheurs, donc, nous ne devrions pas éviter ce genre de discussion idéologique. Il y a très peu de recherches qui étaient effectuées dans nos centres sur les cultures génétiquement modifiées. Je pense que ça tourne autour de 5%, pas plus de 5%. Ça ne va pas dire pour autant qu'à l'avenir, que quelque chose qui prendrait 10 ans pour produire une nouvelle variété qui résiste à certaines maladies, on pourrait très bien découvrir qu'on pourrait faire beaucoup plus vite avec l'utilisation d'une culture génétiquement modifiée. Mais de toute façon, ça serait au gouvernement et aux agriculteurs des questions de décider quoi faire. Nous ne pouvons pas imposer quoi que ce soit. Nous pouvons tout simplement présenter les mécanismes qui s'offrent à vous pour vous permettre d'atteindre un certain résultat. Et c'est au gouvernement de s'en servir ou pas, le cas échéant. Mais ça serait une erreur de ne pas explorer de façon scientifique les façons différentes d'avoir un impact. Maintenant, les centres, comment est-ce qu'ils travaillent avec les localités, les collectivités locales? Comme j'ai dit, en fait, la différence entre ces nouveaux programmes et les programmes qui existaient auparavant, alors les nouveaux programmes sont conçus dès le départ en consultation avec les institutions nationales, avec la société civile et avec les associations d'agriculteurs. Peut-être certains de ces secteurs ne se sentent pas très bien représentés, mais la notion, en fait, c'est de concevoir les programmes qui étudient la recherche qu'on envisage de faire, mais qui étudient la question des partenaires, qui veut travailler avec ces partenaires sur le terrain. Nous voulons également aider les collectivités et les communautés. Ça, c'est le résultat voulu de toute cette recherche. Et comme j'ai déjà mentionné, dans le développement de ces projets, la notion du partenariat est une partie intégrante. Certains de ces partenaires font partie des structures administratives de ces centres, donc ils vont avoir voix au chapitre dans le cadre de ces programmes. J'ai déjà répondu à la prochaine question en partie. Oui, ce que vous dites est tout à fait juste. Certains résultats de recherche vont être négatifs. Certains des résultats peuvent être très positifs, mais il y a peut-être des facteurs externes à la recherche qui vont avoir un impact sur ces résultats. Il y a toutes sortes de facteurs dont il faut tenir compte. Donc, pour ce qui est de l'impact, je ne vais pas dire plus. Et pour ce qui est de la question posée sur la révolution verte, est-ce qu'on a besoin d'une deuxième révolution verte pour 2050? Personnellement, je dirais que non. Je pense que c'est tout à fait faisable. Je pense qu'on sera capable d'augmenter la production de 70% ou plus même, en se basant sur les technologies disponibles déjà. Et ça passera par toute une
série de façons de faire une meilleure qualité d'aliments. Il faut qu'on mette l'accent sur la meilleure qualité, une qualité plus importante plutôt que sur la quantité. Il va falloir diversifier les systèmes de production actuels. On s'est concentré des fois sur une seule culture. On n'a pas étudié la façon d'intégrer plusieurs cultures dans le même système de production. Il faut mieux gérer les terres et les ressources aquatiques. Il va falloir qu'on se concentre sur les politiques, les chaînes de valeur, les marchés, etc. Je pense que tout est faisable. Mais la question qui se pose est la suivante. La question n'est pas vraiment de savoir si on peut atteindre l'objectif, c'est comment le faire. Comment est-ce qu'on va rejoindre ceux qui en ont besoin? Ça, c'est une question beaucoup plus complexe. Alors, il va falloir y réfléchir. Il faut penser à la qualité, à la quantité et à l'accessibilité également. Et l'accessibilité, alors... c'est une question qui est étudiée dans le cadre de nos programmes de recherche. On espère donc pouvoir boucler le boucle bientôt. Alors, si vous permettez, j'aimerais donner mon opinion. Javier, ce n'est pas une question de révolution verte, mais Carlos a fait référence à plusieurs révolutions vertes axé sur des activités très différentes et pas seulement sur la production. Il faut beaucoup de petites révolutions qui vont nous permettre d'atteindre les résultats voulus. Alors, vous devez donner une interview à la radio très bientôt. Donc, on va vous permettre de poser 4 questions très rapides. Et il y aura 4 réponses très rapides de Carlos également. Ensuite, on va sortir de la salle. On est un peu pressé. Oui, à vous. Vous avez moins de 30 secondes. Merci beaucoup. Je suis Noam Constantine. Je suis conférencier, maître de conférence à l'Université d'Ottawa. J'ai une inquiétude au sujet de la production de la canne à sucre. Dans l'Est de l'Afrique, le coût du sucre était si élevé que ça causait beaucoup de problèmes pour la population locale. Il y a une telle demande pour la production du sucre. Alors, quel est l'avenir, en fait, réservé pour la production de la canne à sucre, selon vous? Une dernière question. Non, je vous arrête. Je vais vous arrêter là. On va vous céder le microphone à la femme derrière vous, Elizabeth McAllister, qui fait l'examen externe du CGIAR en 2007. J'aimerais reprendre quelque chose qu'a dit Carlos au sujet de l'impact. L'impact doit être mesuré par la participation des bailleurs de fonds, etc. On ne peut pas s'attendre à ce que ce système produise des résultats au niveau des agriculteurs. Et c'est incitatif qui a été créé par les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds ont modifié le système de financement et ils ont augmenté le nombre de projets financés dans chaque centre. Les scientifiques, donc, travaillaient plus sur le terrain que dans les laboratoires. Notre recommandation était pour qu'on cède la souveraineté au niveau des centres, que la souveraineté passe des bailleurs de fonds au programme. Il faudrait qu'on se dote d'une stratégie conjointe. Les bailleurs de fonds devraient appliquer les recherches et devraient faire en sorte que cette recherche porte fruit. Il faut faire preuve de prudence. On ne peut pas s'attendre à ce que les institutions mènent à de bons résultats sur le terrain. Les partenaires, les bailleurs de fonds doivent prendre la recherche et l'appliquer. C'est ça qui est important. C'est un commentaire. Il n'y a pas eu de questions très rapidement parce que moi
Sarah Candace de l'association onusienne au Canada. C'est une association de la société civile. Je suis encouragé de voir en fait que la parité homme-femme fasse partie de votre recherche. Il y a l'élément jeune, la jeunesse. Nous faisons face à cette crise en Afrique. Les jeunes ne veulent pas devenir agriculteurs. Comment est-ce qu'on pourra encourager une nouvelle génération de chercheurs? Merci beaucoup. Et la dernière question, 30 secondes. Oui, je suis doctorante à l'Université du Québec en Outaouais. Je vais essayer de faire ça vite. Oui. En fait, j'ai trouvé très, très intéressante votre présentation. On a beaucoup parlé des nouvelles cultures, des façons de nourrir le monde avec ces cultures-là. Vous avez peu parlé, par contre, du rôle du commerce agricole sur la sécurité alimentaire, qui me semble être un élément central des discussions qu'on devrait avoir, et aussi des politiques agricoles qui favorisent la sécurité alimentaire, qui vont donc plus loin que la recherche sur les seules cultures. J'aimerais peut-être vous entendre sur le rôle du CGA. Merci beaucoup. Alors, les échanges commerciaux, Carlos, sugar and then... Alors, les 3 questions qui ont été posées. Alors, pour ce qui est de la canne à sucre, j'aimerais avoir une boule de cristal. Je ne peux pas prévoir le coût du sucre à l'avenir. Selon les prévisions de l'OCDE, le prix du sucre va rester très élevé. Peut-être pas aussi élevé que les prix que nous avons vus au cours des années qui viennent de s'écouler, mais au-dessus, en fait, de la moyenne des dernières années. Nous allons donc devoir composer avec ces prix élevés. Tout dépend, en fait, du point de vue, ça peut être le point de vue du consommateur, du producteur. Les effets ne sont pas les mêmes. Pour un producteur, c'est peut-être bon signe et ça va peut-être l'encourager à augmenter la production et il y aura une production plus importante, donc les prix vont baisser par conséquent. Mais si vous êtes consommateur, si vous devez payer cher votre sucre, et alors les gouvernements et les associations, les entités internationales vont devoir protéger les consommateurs de ces hausses de prix. Mais nous allons devoir composer avec les prix de denrées plus élevés que l'habituel. Et c'est quelque chose qui pourrait avoir un effet positif. Elisabeth, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était un commentaire, donc je ne suis pas obligé de fournir une réponse. Les jeunes ne sont pas là. Oui, vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. Les chercheurs, les scientifiques ne sont pas à l'abri de cela. Nous devons pouvoir attirer les jeunes dans le domaine de la science, dans le domaine de l'agriculture. Et pour ce faire, nous devons jouer un rôle de diffusion, de rayonnement, et nos réussites, les réussites vont mener à d'autres réussites par la suite. Et ces réussites vont encourager les gens qui ont été découragés parce qu'ils ne pouvaient pas gagner leur vie en étant agriculteurs, alors ça va les encourager à réintégrer l'agriculture. Il faut en tenir compte et on espère qu'en produisant de bons résultats, on va pouvoir attirer les gens qui ont été découragés. On ne peut pas le faire du jour au lendemain, certainement, mais attirer de nouveaux scientifiques ou les intégrer dans ces nouveaux programmes, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Pour le commerce maintenant, le commerce, comme je viens de dire, va connaître une expansion. La sécurité alimentaire va devenir une question très importante lors des négociations commerciales. Ce n'a pas toujours été le cas. Comment confronter ou affronter ce genre de problème? Il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, on pourrait donc enchasser le concept de l'accès à l'approvisionnement.
ça pourrait être quelque chose dont on pourrait tenir compte lors de ces négociations commerciales. Il y a également des limites imposées sur les importations pour éviter les effets pervers sur les consommateurs. Il y a d'autres questions portant sur la gestion de l'offre qu'il faudrait peut-être que j'aborde avec vous, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Mais la sécurité alimentaire pour le monde fait partie de ce dont est parlé maintenant. Il y a Daniel Lafaro qui représente le bureau du consortium et lui, il va pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lui les poser. Et Carlos, il doit partir maintenant. J'aimerais remercier donc les techniciens. J'aimerais remercier les interprètes également. J'aimerais remercier les services de conférence du CRDI et j'aimerais également remercier le groupe de communication. J'aimerais vous remercier, vous tous, et ceux qui participent par l'Internet. J'aimerais vous remercier d'avoir posé des questions de haute qualité et j'aimerais remercier Carlos également. Merci d'avoir pris le temps pour vous entretenir avec nous ce soir. Le CGRAI, en fait, vous en avez parlé, ça nous a fait plaisir en fait de vous accueillir chez nous et on espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup.